d'avoir rejoint ce matin. Alors, je m'excuse par avance, je vais régulièrement regarder mon téléphone puisque c'est aussi sur ce terminal que vous pouvez m'envoyer vos questions que je ne manquerai pas d'essayer de poser à Cédric. Il y a un an, quasi jour pour jour, nous étions là. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais c'était en février exactement l'an dernier, sur le même sujet, pour la remise de notre rapport annuel sur la confiance des Français dans le numérique. Nous avions parlé de beaucoup de choses, certaines étaient d'ailleurs un peu visionnaires par rapport à ce qui s'est passé cette année, mais nous sommes dans un autre monde aujourd'hui. Oui, c'est un peu différent. En tout cas, je pense que pour le numérique, il y a eu une espèce de saut quantique, si je puis utiliser cette image-là, depuis l'année dernière. Et je pense qu'il y avait des tendances qui étaient sous-jacentes depuis très longtemps, mais que là, le confinement, notamment plus que la pandémie d'ailleurs, les confinements, il y a eu un point de bascule, et on a basculé dans un monde où le numérique est devenu l'alpha et l'oméga de tout. En tout cas, tout a une épine dorsale numérique aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment eu un changement quasiment anthropologique sur le sujet. On va dire qu'avant, c'était finalement un outil de croissance auquel tous les gens qui participent à nos travaux en sont convaincus. Et toi, en tant que ministre, tu en étais convaincu. Désormais, c'est devenu un outil vital. Oui, je pense que ce qui est le plus marquant, c'est de se dire qu'est-ce qu'aurait été le confinement sans le numérique. Et ce n'est pas qu'un sujet de facilité. C'est, je pense, même supporter le confinement au quotidien, de pouvoir garder le contact avec ses proches, faire des visios, envoyer des... Je pense que ça aurait été vraiment très, très différent. Et je pense ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a une double demande, mais je pense qu'on en parlera après. Il y a une demande de beaucoup plus de numérique facilitant. Et puis, il y a un sujet de confiance qui n'est pas une demande de moins de numérique, mais qui est une demande, enfin qui est une forme de relation amour-haine du numérique. C'est-à-dire, j'étais avant-hier sur la question de l'accès des mineurs à la pornographie, des sujets comme ça. On parle de la cybersécurité, on parle... Et donc, je pense qu'on est à la fois dans un développement en quantitatif extrêmement fort du numérique, mais avec une phase d'incertitude sur cette question de la confiance numérique qui est le sujet central. On va y revenir, mais justement pour rebondir sur ce que tu dis, on le voit bien à quel point ça a été partout, quand on se rend compte que même les offices religieux, même les anniversaires, et parfois pour certaines personnes qui ne peuvent plus du tout se déplacer ou leur famille est éloignée, les liens familiaux ne se font plus que par ces outils digitaux, ce qui peut provoquer un ressentiment d'ailleurs aussi. Non, mais il y a une part le numérique est entré dans notre intimité, c'est-à-dire c'était effectivement un phénomène sociétal dans le travail, dans le développement économique, et c'est maintenant très contigu à notre intimité, ce qui change un certain nombre de choses et appelle un certain nombre de régulations dont on peut parler. Alors j'ai plein de questions sur ça. Alors déjà, que t'inspirent les résultats du baromètre dont on a déjà beaucoup parlé ce matin? Je ne vais pas revenir moi sur chaque chiffre, c'est pas l'objet, mais je sais que tu l'as lu avec attention, tu me le disais en arrivant. On voit en même temps un usage toujours plus massif, c'est d'ailleurs pas un sujet depuis plusieurs années, et en même temps, pour certaines tranches de personnes, sur certains types de services, une défiance aussi, une réelle défiance, voire même parfois des craintes. Alors, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a des choses assez attendues, c'est-à-dire l'accélération, ça je pense qu'on l'a tous constaté. Il y a l'impression que ceux qui étaient face au mur et en bas de la falaise sont restés face au mur et en bas de la falaise. C'est-à-dire, en fait, ceux qui étaient déjà ou sur le point 2, il y a eu un phénomène d'accélération très fort. Et ceux qui étaient éloignés sont restés éloignés. Et donc, paradoxalement, un effet de tension entre ceux qui vont vers toujours plus de numérique et ceux qui se défient du numérique, ou en tout cas n'y sont pas. Et donc, une divergence de la société. Et je pense que on aurait pu se dire, comme tout le monde a été forcé d'adhérer au numérique, ceux qui en étaient loin, ils s'y sont mis. Pas vraiment. En tout cas, c'est ce que montre le baromètre. Et le deuxième élément qui m'a marqué, c'est que ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de confiance. Enfin, il y a une question de capacité, il y a une question de moyens, du coût de l'abonnement Internet, du coût de l'achat de l'équipement. Mais quand on va vers la fin du baromètre, quand on leur demande mais finalement pourquoi, en fait, ils ont peur. Ils ont peur pour leurs données, ils ont peur du phishing, ils ont peur... Et je pense que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne parce que on peut travailler sur cet élément-là. Et une mauvaise, c'est que c'est probablement moins facile de travailler sur des sujets qui sont très immatériels et une défiance qui est une défiance de méconnaissance plutôt que sur des sujets très matériels où on se dirait il suffit de subventionner la connexion. Donc je pense que c'est vraiment les deux sujets qui m'ont le plus marqué dans le baromètre de cette année. Et
L'an dernier déjà, en fait, à la même époque, on parlait de cette dichotomie de la société, puisque tu avais participé à tous les grands débats, enfin beaucoup de grands débats dans le cadre des sujets des Gilets jaunes, et tu nous avais remonté que c'était un sujet le numérique, parfois cette peur, ces craintes, Ouais. etc. Et tu avais commencé à lancer des plans d'action. À l'aune de cette crise, comment vous, quand je dis toi et ton équipe, mais bien sûr l'ensemble du gouvernement et des acteurs impliqués, vous luttez contre ces craintes, parfois fondées, parfois infondées, mais ce qui compte, c'est qu'elles existent. Alors, on a fait une annonce dans le cadre du plan de relance. C'est intéressant d'ailleurs, le plan de relance, on a essayé d'aborder les deux faces du numérique, à la fois le côté extrêmement innovant, technologiquement ambitieux, l'investissement dans les startups, et d'adresser ce problème de l'inclusion numérique, notamment par des réponses humaines, en considérant qu'il fallait accompagner les gens dans leurs usages du numérique. C'est pour ça qu'on a annoncé le déploiement de 4000 conseillers numériques, ce qui représente un doublement des gens qui font de la médiation numérique sur le territoire français, et on veut en déployer partout, dans les secrétariats de mairie, dans les centres sociaux. En un mot, pardon, je te coupe, mais Ouais. conseillers numériques, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, ils font quoi? Ils travaillent pour qui et où? Alors, ils sont embauchés par les collectivités, les associations comme Emmaüs Connect, ça peut être un centre social, ça peut être un tiers-lieu, financé par l'État à 100%, et leur objectif, c'est d'apprendre aux Français à se servir d'un ordinateur. Je le dis vraiment très clairement. Donc, l'objectif n'est pas de faire à la place d'eux. Aujourd'hui, on fait beaucoup à la place d'eux. Vous allez dans une maison France Service, vous allez à la CAF, on vous accompagne dans votre démarche. Non, là, il faut apprendre aux gens à pêcher, parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus profond qu'une capacité de savoir déclarer ses impôts en ligne, de savoir envoyer une adresse email. Le fond du sujet, c'est de rompre cette dynamique de défiance, d'aller vers des sujets, des usages qui peuvent être plus sympathiques, d'aller regarder une vidéo, de garder le contact avec ses petits-enfants, pour faire en sorte de les faire rentrer dans ce monde du numérique. Tout est numérique, et si on veut avoir des citoyens qui sont moins sensibles aux fausses informations, qui ont moins peur de perdre des données, qui ont moins peur de la cybercriminalité, on doit accompagner ces gens, et donc il faut vraiment un accompagnement humain. Si je peux ajouter un élément là-dessus, je pense qu'une des tensions que l'on voit, et le numérique est un peu le paroxysme de ça, c'est qu'il y a un problème de défiance dans la société et de manque de confiance. On le voit dans les institutions, dans la médecine, dans la technologie, dans le gouvernement ou les médias qui sont les premiers concernés. Et le numérique est à la fois au cœur et le paroxysme de cela, parce que la seule chose à laquelle on fait confiance, c'est la proximité personnelle aujourd'hui. Et on croit encore dans ses proches, ses amis, sa famille. Or, le numérique, c'est une part de dépersonnalisation, puisqu'il y a cet intermédiaire technique. Et donc, on doit remettre de l'humain si on veut faire en sorte de casser cette prévention naturelle. Tu parles des facteurs finalement de confiance avec l'humain au cœur. Ce qu'on voit dans le baromètre régulièrement année après année, et encore cette fois, c'est le besoin de fléchage, le besoin d'être réassuré. On parle de label, on peut appeler ça comme on veut. Alors on a cité dans les institutions qui donnent confiance, la CNIL, évidemment un tampon du gouvernement, ça fait toujours plaisir à quelqu'un. Penses-tu que ça soit le rôle de l'État de flécher qui pourrait le faire? Quelle institution? Je te donne un exemple concret, moi que j'ai vécu. J'ai trouvé ça très bien ce que vous avez fait pendant le confinement, de faire un appel aux bonnes œuvres, entre guillemets, du monde du digital, en disant proposez nouveaux services, on va les déployer. Vous êtes devenu la première agence de RP des boîtes de digital en France. Donc on a tous reçu un mail de monsieur le maire et de toi qui nous disait voilà toutes les boîtes qui peuvent vous aider. Honnêtement, moi j'ai une petite TPE-PME, on est 7. J'ai de la chance, je suis plutôt dans le monde du digital. Je me mets à la place de celui qui n'y est pas et qui reçoit un mail avec 200 offreurs. Ma question n'est pas de savoir s'ils existent, c'est lequel je choisis. Et quand on est 7, j'ai pas un cabinet de conseil, j'ai pas l'intégrateur, j'ai pas le truc. Donc en fait, je trouvais ça bien, mais ça m'a pas aidé. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. D'abord, je pense que globalement, il y a une demande de réassurance de la part des Français, avec un rapport d'ailleurs ambivalent à l'État, c'est-à-dire à la fois on s'en méfie, va-t-on tomber dans une société de surveillance, mais il y a dans le même temps une demande que l'État joue tout son rôle en ligne, tout autant qu'il le joue hors ligne. C'est vrai sur la haine en ligne, c'est vrai sur la question de la labellisation. On demande à l'État, particulièrement en France, de jouer son rôle de cadrage. Et c'est un défi par ailleurs pour l'État, pour plein de raisons techniques, juridiques, etc. Premier élément. Deuxième élément, on demande tellement à l'État qu'il y a cette question de la numérisation. Bon. On en avait discuté il y a quelques mois, quelques années. Moi, j'ai toujours considéré que normalement, ce n'était pas à l'État de s'occuper de la numérisation d'une TPE-PME ou même pire, d'une grande entreprise, que dans le fond,
ça c'était du ressort du chef d'entreprise, du ressort de la survie des entreprises, et que donc, d'une certaine manière, il fallait vraiment être en France pour considérer que c'était le rôle de l'État de faire cela. Bon, et puis après, il faut se confronter à la réalité. Et il y a quand même une attente sur le sujet vis-à-vis de l'État. C'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de choses pendant le confinement. Je pense que dans le fond, l'État, il peut accompagner, il peut donner des modes d'emploi. Je pense sur la cybersécurité, par exemple, les patrons de TPE, PME peuvent se trouver très démunis. Il y a un GIP qui a sorti le site cybermalveillance.gouv.fr qui est très bien fait, qui répond à des questions basiques, essaye d'orienter. Mais dans le fond, numériser une TPE, PME, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'efforts. Et ça ne peut réussir que si le chef d'entreprise est convaincu et s'y investit à plein. L'État ne réussira jamais à numériser à la place du patron de la TPE, PME ou de l'ETI industriel ou du commerce de centre-ville, le business. Il faut comprendre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va vers cette société de la numérisation. L'État peut accompagner, peut aider, peut proposer des outils. Mais soit on arrive à réussir cette transformation, soit dans le fond, un certain nombre de business vont disparaître. En même temps, je suis très heureux de toutes les initiatives prises, mais est-ce qu'on ne fait pas un mauvais message quand on dit, par exemple, dans le cadre du Covid, on va aider les TPE, PME, qui sont au bout de la chaîne et qui sont très nombreuses et qui nous intéressent tous, parce que finalement, les très grands groupes, ils sont déjà digitalisés. Et les ETI, même si elles étaient en retard, il y a eu beaucoup de travaux faits, entre autres avec BPI France, etc., et toutes les associations de terrain, ça avance. Mais quand on dit, vous avez le droit à 500 € remboursés pour vous digitaliser, on ne donne pas l'impression aux gens que ça coûte pas cher de se digitaliser. Moi, j'ai un peu l'impression que 500 €, c'est le prix d'un community manager pour une journée. Et je vais pas faire grand-chose dans mon année pour digitaliser mes process, mes ventes, ma logistique, suivre tout. Puis en plus, c'est même plus que la transaction. Maintenant, c'est l'ensemble de mon produit qui doit être refondu pour être digital dans un monde où l'interaction humaine est interdite. Est-ce qu'on ne trompe pas de message? Il faudrait peut-être pas plutôt dire c'est long, c'est compliqué, c'est dur, faut vous y mettre. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, 500 €, ça ne suffit pas. Ça paye, je pense, les filles sur une plateforme d'e-commerce pour un commerce de centre-ville. Et ça peut aider psychologiquement à débloquer le fait de commencer à y aller. Mais je suis d'accord que se digitaliser, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et surtout, ce n'est pas un problème d'argent. Je pense que dans le fond, le problème n'est pas le problème d'argent. Le problème est de comprendre et de s'investir et de transformer son entreprise. Mais si on revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense que dans le fond, ce n'est pas à l'État de le faire. J'ai du mal à me départir de cet avis-là. Je pense qu'aux États-Unis, personne n'attend de l'État qui digitalise les TPE, PME. Bon, on est en France, on a un rapport particulier à l'État, on attend quand même beaucoup de choses de lui. Il y a quand même une action très forte des CCI, des CMA, donc des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat, parce que dans le fond, c'est sur le terrain. Il y a une action des collectivités. Il faut qu'on s'y mette tous. Il y avait une question d'urgence qui a conduit au déblocage de ces fonds. Ce n'est ni l'alpha ni l'oméga et ça ne permet pas de tout faire, mais ça permet quand même de mettre un peu le pied à l'étrier et de montrer que l'État est prêt à accompagner. Justement, puisque tu parles du rôle de l'État, je trouve ça très, très intéressant parce qu'il y a aussi des débats au sein de l'Axel où certains disent qu'on devrait peut-être demander plus d'aide pour les TPE PME qui pourraient d'ailleurs payer les services des offreurs. D'autres, au contraire, c'est pas le rôle de l'État. J'en fais un petit peu partie. Est-ce que tu ne trouves pas qu'on a aussi parfois en France une relation un peu schizophrène avec ce sujet, parce qu'on aimerait, si je reprends les conclusions du rapport, les Français aimeraient un peu de fléchage. On leur dise, tiens, ce site, il est sécurisé, il est bien pour toi. Et en même temps, dans certains services, par exemple les services financiers, très présents au sein de l'Axel, c'est extrêmement normé, extrêmement régulé. Et le régulateur se fait souvent accuser de brider l'innovation parce qu'il interdit tel ou tel service, alors que franchement, il n'a pas bien regardé. Enfin, d'après les personnes qui critiquent. Que penses-tu de cette schizophrénie sur le sujet du digital ? Alors, je pense qu'il y a quand même un sujet fondamental qui dépasse largement le débat d'aujourd'hui, qui est c'est quoi des institutions sur un monde d'Internet qui est profondément distribué, international, et qui n'a pas été pensé pour les institutions nationales. Et je pense que c'est un sujet de tension anthropologique extrêmement fort, de tension sociétale extrêmement fort, et qu'on est loin d'avoir trouvé le juste milieu. En tout cas, on a besoin de recréer un certain nombre de règles. On a pensé Internet comme un espace de liberté presque libertaire. Ça ne tiendra pas à long terme, puisqu'on voit que dans les replis de cette liberté sont déployés énormément de problèmes. Ça, c'est le premier élément.
Deuxième élément, la dialectique entre régulation et innovation, elle est historique. C'est-à-dire que pour émerger, l'innovation a besoin de faire de la disruption. Et donc, soit de se développer contre la régulation, soit de se développer dans des secteurs qui ne sont pas régulés. La finance, excellent exemple. On voit ce qui se passe avec les crypto-actifs, qui se développent complètement en dehors de la régulation. Sauf qu'à un moment, la dialectique, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si on veut faire en sorte que l'innovation se généralise, alors on a besoin de règles. Et s'il n'y a pas ces règles, il n'y a pas de généralisation de l'innovation qui devient elle-même son propre problème. C'est-à-dire que si au début il faut se développer dans des milieux un peu interlopes, avec des early adopters, etc., c'est très bien de ne pas avoir de règles. Mais si on veut faire en sorte que monsieur et madame Michu, un jour, ils aient confiance dans les cryptoactifs, on a besoin d'avoir de la régulation. Sinon, il y aura un marché qui est automatiquement limité. Et ce qui est intéressant sur la question des fintechs, mais je crois que tu étais là, un débat que j'avais avec François Villeroy de Galhau, c'est que oui, c'est un peu casse-pied parfois, les réglementations un peu lourdes de la CPR, de l'AMF, et les innovateurs peuvent avoir l'impression que ça bride leur innovation. Mais le jour où ils ont réussi à se développer dans cet écosystème, ils sont extrêmement contents de ces régulations, parce que c'est celles qui font la crédibilité de la place de Paris. Et que le jour où les investisseurs, les financiers n'ont plus confiance dans la crédibilité de la place de Paris, et ça ne se joue pas à grand-chose. Quand on voit ce qui s'est passé en Allemagne il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié le nom de l'entreprise, Wirecard, exactement, ça peut venir fragiliser l'ensemble d'un écosystème. Et d'ailleurs, on voit que certaines néobanques qui se sont implantées dans des pays de l'Est, pour des raisons qu'on comprend assez aisément, aujourd'hui cherchent à se relocaliser dans des pays crédibles du point de vue du régulateur financier. Donc, c'est une dialectique. Il faut que le régulateur accepte un peu une forme d'impolitesse et une capacité à se déployer, à se développer dans le cadre de bac à sable ou de choses comme ça, ce qui peut être quelque chose sur lequel on peut faire des progrès. Et il faut que les innovateurs aient conscience que le régulateur, c'est lourd, c'est compliqué, mais le jour où vous avez passé, pour le coup, c'est un atout inestimable. Alors tu le vois, j'alterne dans mes questions en permanence entre le consommateur final, qui est plutôt l'objet de ce baromètre, mais aussi les entreprises et les TPE, PME et ETI qui nous sont chers à l'Axel dans le cadre d'autres travaux. Depuis l'an dernier, il y a eu un petit peu de nouveau, c'est que tu as de nouvelles fonctions. Donc tu t'occupes aussi des télécommunications. Et il y a quand même un grand point commun, c'est que le numérique, si on ne peut pas se connecter, bon, c'est un sujet. Deuxièmement, la 5G, tout à l'heure on parlait de débat, de peur, de crainte, je pense que là il y a eu son lot. Tu peux nous en dire 2-3 mots sur quelques axes. Le premier, comment tu as pu faire face dans ces nouvelles fonctions à parfois ces peurs irrationnelles? On parlait de craintes tout à l'heure, qui sont celles qu'on voit reparaître dans ce baromètre. Des craintes qui, parfois, pour ceux qui sont à l'intérieur comme nous, peuvent paraître complètement irrationnelles, voire voilà, du délire. Et en même temps, je sais que tu as dit récemment que tu allais beaucoup sur les territoires. Il y a quand même des réalités. À Paris, on capte peut-être très très bien tous les réseaux qu'on veut. N'empêche que quand tu te balades en France, très souvent, tu te dis mince, on m'explique sur la cartographie de l'ARCEP que je capte très bien, mais dans les faits, je n'ai rien qui passe. Voilà. Comment tu luttes avec ces réalités du terrain pour faire passer le monde de demain? Alors, d'abord, il faut bien dire que le sujet de la 5G, à part dans les médias ou de temps en temps dans les grandes villes, on ne parle jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai dû inaugurer 25 pylônes en zone blanche, enfin ex-zone blanche du coup. Je veux dire, la demande des gens, des Français qui sont dans la ruralité, etc., c'est pas moins de connexion, c'est beaucoup plus de connexion. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent me voir en me disant « mais le pylône, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez fort ». Donc la question de la relation aux ondes, c'est un problème de riche, si je puis m'exprimer. Cas de riche numérique. De riche numérique, c'est exactement ça. C'était pas une question pécuniaire, mais plutôt effectivement de gens qui ont la connexion. Premier élément. La première demande des Français, confère ce qu'on disait au début, c'est une demande de connexion. C'est pas l'inverse. Donc il ne faut pas inverser la perception. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des craintes, ça ne veut pas dire que les gens ne se posent pas des questions, mais la première demande, c'est une demande de connexion. Premier élément. C'est pour ça d'ailleurs qu'on déploie probablement plus vite qu'aucun autre pays européen la question du THD, la question des pylônes en zone blanche. Juste pour donner une idée de l'effort qu'on a fait sur les pylônes en zone blanche, entre 2003 et 2018, le nombre de pylônes qui ont été allumés en zone blanche par donc les précédentes majorités en 15 ans dans le cadre du plan France Zone Blanche, c'est 600 en 15 ans. Nous, on vient d'en allumer 500 depuis juin 2018. On en fera 2500 d'ici 2022.
10 à 12 000 d'ici 2026. Ça a un coût. Je t'arrête sur 2022 parce qu'on sait qu'il y a des élections après, donc je regarde surtout les échéances à 2022, moi. Il y a beaucoup d'ambition sur le numérique parce qu'on voit, tu parles des pylônes, mais aussi le THD, la fibre. Quand on va dans beaucoup de territoires, il y a marqué d'ici 2022, vous allez sur les sites internet des régions, vous allez être quasiment tous fibrés. Ça paraît très ambitieux pour 2022. Alors, on est en route non, l'objectif 100% fibre, c'est 2025. Mais il devrait y avoir 80% des Français qui ont la fibre d'ici 2022. Je le dis, ce n'est pas ce gouvernement qui a fixé cet objectif-là comme cela. C'est un objectif qui était celui du précédent gouvernement. On a l'objectif, je parle de la réalisation. Est-ce que on est dans les clous ? La crédibilisation de l'objectif 2022 est venue grâce au financement de ce gouvernement. Et le Covid a ralenti, parce que les travaux ralenti, ou au contraire on arrive à bien avancer ? Le Covid n'a pas ralenti. On a fait 5 millions de prises raccordables en 2019. On a fait 5 millions, un peu plus de 5 millions en 2020. Donc il y a eu une très forte mobilisation des opérateurs, de leurs salariés sur le terrain, même pendant le premier confinement. Je voudrais juste répondre à ta question qui était précédente. Oui, il y a un doute sur la technologie. Oui, il y a un doute sur le progrès, d'ailleurs, dans nos sociétés. S'il y a une chose dont je suis persuadé, et l'épisode vaccin, pour moi, est la confirmation de ça, c'est qu'on ne convaincra pas les gens en s'excusant d'être pour le progrès et d'être pour la technologie. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas rentrer dans l'espèce de pensée décroissante, ou en cas de pensée millénariste, qui est qu'on va tous mourir, ce qui est, je ne le crois pas, et que l'innovation est un problème. Je pense que la seule manière d'inverser la logique et d'inverser la pente, c'est justement d'être convaincu que l'innovation est la solution et pas le problème, et que la 5G est la solution et pas le problème. Et c'est pas en intégrant, il faut répondre aux questions de manière très factuelle, mais c'est pas en intégrant la peur de vexer, la peur de choquer ou la peur que l'autre se sente blessé parce qu'on ne prend pas son point de vue en compte, il faut le prendre en compte et y répondre, qu'on y répondra. C'est au contraire en poussant notre discours, en étant convaincu de ce qu'on dit et en portant assez haut la fierté et l'envie de progrès. Je pense qu'on parle ici entre convaincus du sujet. Ma question, c'est plutôt comment, avec cette forte conviction, on convainc aussi les autres. Parce que ce n'est pas parce qu'on est persuadé d'avoir raison qu'on va le montrer. Je donne un exemple très concret puisque tu parlais des pylônes et du déploiement de la fibre. Il y a plein de sites qui existent, plus ou moins publics et parapublics, ARCEP, etc. Quand tu regardes leur date de mise à jour, ça y a 6-8 mois. Donc si tu veux savoir si la fibre va être déployée chez toi à la fin de l'année, il y a marqué cette carte va être mise à jour en septembre 2019. C'est bien, on est en 2021. Donc à un moment, la communication pour que les gens se disent je suis dedans et non pas je suis l'oublié, alors qu'en fait tu penses à eux, parce qu'on n'a pas toujours ce problème, savoir-faire et faire savoir. Alors, sur le mobile, c'est pas vrai. C'est-à-dire, il y a une carte à peu près actualisée de l'ARCEP qui s'appelle carte radio, où tu vois les zones qui sont couvertes, pas couvertes. J'ai regardé pour la fibre, c'est vrai. Pour la fibre, je ne veux pas faire une réponse dilatoire, mais il se trouve que ce sont les conseils départementaux qui sont maîtres d'œuvre. Que nous on finance mais qu'on n'a pas la main et que donc il y a des choses, il y en a qui communiquent bien, il y en a qui communiquent un peu moins bien. Bon, nous on a quand même une très forte volonté de faire savoir cet effort sur le numérique du quotidien comme on l'appelle, à la fois sur l'infrastructure d'ailleurs comme sur les usages. Le Premier ministre s'est déplacé lui-même il y a 3 semaines pour annoncer qu'on ferait 100% fibre d'ici 2025 et qu'on a émis les moyens, 550 millions d'euros pour clore la question du financement. Et c'est aussi pour ça, tu me faisais remarquer que je me déplace beaucoup, que je me déplace quasiment 1 ou 2 fois par semaine pour aller inaugurer un pylône, pour signer des conventions sur le financement du THD. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas un sujet national, mais qui est un sujet local. C'est-à-dire qu'il faut porter ce sujet-là, incarner ce sujet-là au quotidien, dans le quotidien, et le caractère très local des Françaises et des Français. Justement, avant d'aller prendre une petite dizaine de minutes, je dois nous quitter à 12 heures précises, donc je tiendrai l'horaire. Avant de prendre une dizaine de minutes sur les questions reçues, deux dernières. On parlait de confiance, on parlait de sujets qui peuvent parfois faire des craintes. Tu as été au cœur de certaines polémiques avec Stop Covid, que j'ai installé, promis. Quelle est ton analyse à froid maintenant, parce que ça fait quand même quelques mois, ton analyse à froid de ce qui a pu se passer? Est-ce que c'est l'éternelle irascibilité des Français sur ces choses-là, ou est-ce que vraiment il y a pu avoir des erreurs de méthode? Qu'est-ce que tu referais peut-être éventuellement différemment, parce qu'on a tous besoin de ce type d'outils finalement? Non, alors mon analyse elle est très produite, c'est-à-dire que le timing est essentiel. Stop Covid dans sa première version, on le lance au moment où on déconfine.
Et donc tout le monde a envie de se dire c'est fini. Tous anti-Covid, donc la deuxième version de Stop Covid, on le lance au moment où on reconfine. Et où en fait tout le monde se dit il va falloir vivre avec. Je pense que la première raison de la réussite dans sa deuxième version, plus que dans la première version, c'est celle-ci. C'est-à-dire, et c'est le timing de lancement. C'est quand est-ce que vous lancez votre produit, premier élément. Qui a eu un effet sur l'effet d'adhésion. C'est-à-dire l'effet d'adhésion que j'ai vu lors du deuxième lancement n'avait rien à voir, que ce soit dans la société, dans les médias ou auprès des professions médicales, qui sont tous mobilisés pour faire en sorte de promouvoir l'outil. Dernier élément, qui est aussi un élément de réflexion produit, mais il se trouve que moi, j'avais jamais fait d'application sur Internet, sur mobile, donc j'apprends, qui est que je pense que les gens sont venus pour l'intérêt sanitaire, ou par curiosité, et sont restés pour les fonctionnalités. Sur la deuxième version. Sur la deuxième version. Oui. L'attestation, les chiffres, les news, demain, le QR code dans les restaurants qui remplace les cahiers de rappel. Au début, dans la première version, on s'était interdit de faire ça parce qu'il y avait une telle psychose sur les données personnelles qu'on s'était dit si on met l'attestation où vous mettez votre nom, prénom, les gens vont penser qu'on le croise avec les données de qui croise qui, etc. Et donc on s'était auto-censuré en disant on va faire un truc assez austère qui fait juste l'intérêt sanitaire. Sauf que, en fait, ça ne marche pas. Et qu'il y a une règle qui s'est confirmée à nos dépens en la matière, qui est que l'expérience utilisateur écrase tout, en fait. Et donc, voilà, si j'ai des leçons à en tirer, c'est vraiment des leçons extrêmement produits. Timing UX. Ouais. Pour enchaîner sur la dernière question, tu as eu une autre polémique au moment de Stop Covid. C'était les outils utilisés, les plateformes et le fameux mot méchant GAFA. C'était un des gros débats de l'année aussi 2020, qui continue d'ailleurs. Finalement, force est de constater que les services de l'État utilisent toujours les services de grands acteurs technologiques mondiaux, qui sont donc très souvent des GAFA. Au détriment peut-être, si on se place du point de vue purement souverainiste français, d'acteurs français, quelle est ta vision de ce débat ? Est-ce que c'est un faux débat et on prendra bien sûr les solutions françaises quand elles seront au niveau ? Est-ce qu'on devrait faire le contraire, les prendre même si elles ne sont pas au niveau pour qu'un jour elles le deviennent parce que je leur donne plus d'argent et qu'un jour elles le deviendront comme ça ? L'œuf, la poule, enfin quelle est ta vision de ce sujet ? Alors, c'est un sujet éminemment complexe et qui ne peut pas être limité... et où le débat public est vraiment d'une piètre qualité sur le sujet. Je le dis vraiment comme je le pense. D'abord, tous anti-Covid, c'est l'anti-exemple de ce que tu dis, puisque ça n'a été fait que par la technologie française, et la France est le seul pays à ne pas avoir eu recours aux services d'Apple et Google. D'ailleurs, on s'est fait critiquer pour ça d'une certaine manière. Ensuite, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, dans les achats publics, aujourd'hui, dans leur immense majorité, ils vont vers des entreprises françaises. Moi, j'ai déjà fait la stat. Oui, il y a certains éléments qui ont été un peu visibles, comme l'entrepôt des données de santé. Bon. Mais je pense qu'un monde où on ne requerrait, où on ne passerait que par des services numériques français, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que d'abord, les Américains ne font pas ça non plus. Ils passent aussi, pour certains éléments, par des services numériques étrangers. Et puis parce que dans certaines catégories, l'avance technologique des Américains est telle que l'exemple de l'entrepôt de données de santé étant extrêmement intéressant. Si on est passé à l'époque par Microsoft, c'était qu'à l'instant T, si on voulait réussir à faire tourner tous les services qu'on voulait, qui ont servi d'ailleurs pendant le Covid pour découvrir des facteurs de comorbidité ou des interactions médicamenteuses, il n'y avait que Microsoft qui accrochait toutes les cases. Et donc, je pense que si on regarde les choses de manière assez objective, il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui ont fait autant pour leur écosystème numérique. Et si on fait autant pour notre écosystème numérique, c'est bien parce que, dans le fond, on pense qu'il faut qu'il y ait des alternatives françaises. Mais que ça ne sert à rien de les décréter, ça ne sert à rien de penser que parce que l'État, à un moment, va passer un contrat de 2 millions d'euros ou pas 300 millions d'euros, c'est quand même un peu beaucoup, mais de quelques millions d'euros avec une start-up, ça va devenir incroyable. Elle va devenir incroyable et elle va devenir un GAFA. Non, si on veut faire en sorte qu'il y ait des GAFA qui émergent, oui, il faut aider avec l'achat public, oui, il faut aider avec l'investissement public, mais il faut d'abord que cet écosystème où il y a un peu plus de 5 milliards d'euros qui s'investissent chaque année, qui fait qu'on est passé pour la première fois devant l'Allemagne, réussissent déjà à rattraper les Anglais qui sont à 12. Les Américains, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais au moins que l'écosystème pèse un dixième de l'écosystème américain, comme l'économie française pèse un dixième de l'économie américaine. Or, aujourd'hui, je rappelle que les Américains, c'est 100 milliards d'euros qui sont investis chaque année. Et donc,
ce problème de souveraineté, il se règle par la taille des acteurs français et l'émergence de très grands acteurs français. On a déjà des choses extrêmement intéressantes. Si on prend l'émergence de Miracle, l'émergence de Doctolib, l'émergence d'OVH, qui sont liées à l'émergence, à la croissance de l'écosystème français, mais on est très content déjà d'avoir ces entreprises. Et ça valide bien la stratégie. C'est que si on n'avait pas eu Doctolib, c'est-à-dire une boîte qui fait déjà, je crois, 1500 employés et qui avait déjà déployé de manière extrêmement large partout en France, mais on n'aurait jamais réussi à tenir la multiplication par 100 des services de télémédecine. On aurait eu beau le décréter qu'on voulait cette boîte-là, on ne l'avait pas. Si on n'avait pas eu OVH, on n'aurait pas aujourd'hui d'hébergeur, qui est peut-être le seul hébergeur qui, bien sûr, n'est pas à la puissance des anglo-saxons, mais est aujourd'hui capable de fournir des infrastructures de qualité équivalente. Alors, on peut être en retard sur le PaaS et le SaaS, mais en tout cas, voilà. Si on n'avait pas eu Miracle, il y a un certain nombre de problèmes d'adéquation off-demand entre les hôpitaux qui cherchaient des masques, des blouses et du gel et des fournisseurs qu'on n'aurait pas réussi à résoudre. Et donc, on veut continuer à développer cet écosystème et c'est la seule manière de répondre à la question de la souveraineté et la question de l'indépendance. Dernier élément, il y a une folie française qui se dit mais il faudrait qu'on soit indépendant sur tout. Mais c'est pas vrai, je veux dire. D'abord, les Américains, ils sont pas indépendants sur tout. Dans les smartphones américains, il y a des composants Thales qui ne savent pas remplacer. Et nous, on ne sera jamais indépendants sur tout. Je veux dire, c'est vrai jusqu'aux catapultes du Charles de Gaulle. Elles sont produites sous licence américaine. Donc oui, il y a des secteurs problématiques comme le cloud, etc., où il y a une trop grande dépendance. Mais dans le fond, on est dans des économies interdépendantes. Et ça n'existe pas une économie, notamment pour un pays de la taille de la France, qui sait produire l'ensemble des classes des composants. Juste une question, c'était parce que ta langue a fourché ou c'est une conviction que quand on compare, c'est France et Amérique, donc par exemple l'Amérique fait les États-Unis 10% chez nous et nous on devrait faire 10%, ou le bon maillon c'est l'Europe? Non, le bon maillon c'est l'Europe pour se comparer aux États-Unis. Mais j'ai fait la parallèle avec les États-Unis parce que l'économie américaine de mémoire c'est à peu près 10 fois l'économie française. L'écosystème américain de la tech, ce n'est pas 10 fois l'écosystème français de la tech, c'est 100 ou 1000 fois. Donc il y a encore du progrès, même si restons dans nos ratios, mais progrès. Mais l'Europe est bien le bon niveau aujourd'hui de discussion. Il nous reste 5 minutes pour quelques questions des participants. Merci pour toutes vos questions. Écoutez, c'est marrant parce qu'ils ne se concertent pas, mais ce qui remonte beaucoup, c'est l'identité numérique. Donc je vais en prendre une au hasard parce qu'elles sont toutes formulées différemment, mais elles disent à peu près la même chose. Comment l'État va accompagner et démocratiser le sujet de l'identité numérique afin de développer la confiance des Français dans le numérique? Parce qu'à un moment, dans ce monde où j'ai plus le droit de voir Cédric en vrai, alors merci de nous voir pour de vrai aujourd'hui, mais la plupart du temps, j'ai le droit de voir quelqu'un qu'à distance, et encore le voir si on veut. Et on sait tous qu'on peut faire plein de choses techniquement pour simuler. Comment cette identité numérique devient une réalité? Ça fait 25 ans qu'on en parle à l'Axel. Voilà. C'est quoi les plans dans les cartons? Comment ça devient une vraie réalité en France d'abord, en Europe aussi, où il y a aussi plein d'écosystèmes? Alors, c'est un sujet qui aujourd'hui, je le dis au passage, est suivi par Amélie de Montchalin parce qu'en fait, elle a toute la transformation de l'État et donc la transformation numérique de l'État. Mais j'avais eu l'occasion de le suivre assez longtemps et je pense que c'est un sujet absolument central. Et d'ailleurs, on le voit dans l'étude sur la confiance dans le numérique parce qu'à travers cette demande de réassurance et cette question de la relation interpersonnelle, il y a la question d'être certain à la fois du service et à la fois de la personne. Et donc ça passe par l'identité numérique, qui est d'ailleurs un sujet qui peut répondre à un certain nombre de problématiques sociétales qu'on a aujourd'hui. Il y a des étapes importantes sur le chemin. D'abord, pour l'identité numérique, pardon, j'ai perdu les termes techniques, mais on va dire de niveau 2. Il y a 3 niveaux, c'est le niveau basique, le niveau intermédiaire, le niveau élevé. Je crois qu'il y a des solutions qui aujourd'hui ont été labellisées par l'ANSSI comme la solution de la Poste. On parlait ce matin, oui, tout à fait, ça a été cité ce matin. Aujourd'hui. Exactement, que moi j'utilise et qui marche très bien. Donc il y a déjà un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Il y a mais tout cela pour vraiment qu'on puisse franchir encore un élément, ça doit reposer aussi sur des éléments d'hardware, donc une carte d'identité sécurisée électronique qui doit commencer à se déployer en France. Alors de mémoire, c'est à partir de la rentrée 2021, donc de la fin de l'été 2021, et ça doit permettre de déployer des services d'identité numérique par-dessus cette capacité à certifier l'identité de la carte d'identité. Si je peux me permettre, moi, quand je pense à ma carte d'identité, je ne pense pas à une société qui me l'émet, je pense à l'État. Oui, non, mais évidemment. Donc il y a de manière obligatoire
je pense que c'est extrêmement important que la question de l'identité et de la certification de l'identité demeure un mécanisme, la prérogative de l'État. La Poste, c'est pas l'État, mais Je sais ce que tu dis. Disons que je pense que si on demandait aux Français si la Poste c'était l'État, la réponse serait assez directe. Mais en tout cas, demeure de la prérogative de la puissance publique. Faute de quoi, je pense que l'espèce de perte de souveraineté qu'on a dans le numérique vis-à-vis de certains très grands acteurs américains pourrait se voir accélérer de manière exponentielle. Je pense qu'on est tous d'accord que là-dessus, il faut vraiment appuyer, on a besoin de soutien, parce que sinon l'identité numérique, ça fait 20 ans que c'est des chantiers, ça sera encore des chantiers de technophiles ici, mais il faut que ça soit quelque chose de déployé. Une dernière question, puisqu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Quelque chose qui revient aussi souvent, c'est finalement que la question de l'innovation numérique et de l'inclusion, ça passe quand même avant tout par l'éducation. Parce que finalement, c'est peut-être des fois un peu trop tard. Quand on n'était pas dedans, tu disais tout à l'heure que dans le rapport, ce qui t'a marqué, c'est que ceux qui étaient déjà dedans, ils ont accéléré. Ceux qui étaient à l'extérieur, ils sont en bas d'une falaise. C'est peut-être à l'école qu'on construit cette falaise. On le vit tous avec nos enfants qui sont plus ou moins en distanciel, en fonction des cas. Il y en a qui tombent sur des lycées, des collèges bien équipés, des professeurs plutôt appétants. D'autres où c'est pas le cas et où, comme par hasard, il n'y a plus de cours. Et puis c'est comme ça. Et pourtant, on est censé avoir une égalité républicaine sur le sujet. C'est quoi les plans pour vraiment qu'on passe à une éducation nationale V2 et pas que éducation nationale, d'ailleurs, parce que l'éducation c'est partout, une formation V2, que nos enfants soient numériques pour que ce soit plus une question après? Alors, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que la France est le seul pays de l'OCDE à avoir généralisé en seconde des cours d'1h30 d'enseignement technique et numérique. C'est-à-dire qu'une part de compréhension et une part de code. Donc, il y a des endroits aux États-Unis, en Angleterre, où il y a certaines écoles, privées notamment, où le code et la compréhension de l'univers numérique est beaucoup plus avancé qu'en France. Mais si on regarde sur une population générale, il n'y a pas un pays de l'OCDE qui a fait ça. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans une sensibilisation via PIX, via un certain nombre d'actions qui commencent un peu avant. Ce qui est intéressant, j'en parlais avec Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il y a eu une appétence des professeurs pour cela, pour suivre des formations sur leur temps de congé, ce qui est assez intéressant en termes d'appétence, qui a été extrêmement forte. Donc, parce que le fond de la question que tu poses, c'est de se dire, c'est pas le sujet, c'est pas les élèves, c'est la capacité à faire pivoter toute une organisation, et notamment le corps enseignant, qui lui-même n'est pas forcément très à l'aise, comme tu le disais, avec le numérique. Donc, je suis assez optimiste, même si ça prend du temps, et je ne crois pas au pivot du jour au lendemain. En tout cas, il y a un plan numérique à l'école qui est pour financer un certain nombre d'actions. Il y a une mobilisation de l'éducation nationale. Ça reste une très grosse organisation. Donc ça prend du temps, mais je trouve qu'il y a les ferments en place qui doivent nous permettre, dans les années qui viennent, de voir quand même une... Il y a des travaux communs entre ton ministère et l'Éducation nationale sur tous ces sujets, ou c'est chaque ministère qui gère cette transformation? Alors, il est important que, là on parle vraiment de théorie des organisations, et je l'ai vécu aussi dans le privé, il est important que le métier soit propriétaire de la transformation. Faute de quoi, ça ne marchera pas. Mais il y a évidemment des échanges. Il y a, je ne sais pas si vous avez noté par exemple, mais la Caisse des dépôts et consignations vient de faire l'acquisition de la société qui fait le lien entre les parents et les professeurs, où tout le monde a... Avec Pronote Avec Pronote, exactement. La puissance publique vient de racheter Pronote. Ça a été un cas d'exemple très intéressant de travail entre mon ministère et le ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est une acquisition souveraine d'une entreprise privée qui avait une mission quasiment de service public, qui s'était imposée par-dessus, d'ailleurs, souvent un certain nombre d'ENT, d'espaces numériques de travail de l'Éducation nationale. Et on s'est dit, en fait, c'est devenu la référence. Donc on fait une acquisition qui est une acquisition financière. On travaille pour développer le numérique à l'école et la relation parent-professeur via Pronote. On ne le fait pas nous-mêmes, mais on considère qu'il y a une boîte privée qui... Donc ça montre qu'il y a des discussions, à la fois dans l'approche d'outils, dans l'approche de transformation et dans l'approche financière et d'acquisition souveraine d'un certain nombre d'entreprises qui, en l'espèce, il aurait été problématique de laisser partir à l'étranger.
J'aurai encore 1 milliard de questions sur le sujet, mais on va devoir s'arrêter. J'ai promis à ton équipe qu'on s'arrêtait à midi, il est midi 1. Donc un énorme merci de t'être libéré pour ce matin en direct. Nous tenions à faire cette émission en direct avec vous. C'est important, on a pu prendre comme ça quelques-unes de vos questions. J'espère te revoir l'an prochain avec plaisir. Avec plein de gens dans la salle. C'est tout ce qu'on peut tous nous souhaiter. Et merci et bon courage pour tout ce que tu vas faire.